chers frères et sœurs Kamitz, chers frères et sœurs membres de la Constantine internationale, chers frères et sœurs invités à cette conférence, et à ce propos, je voudrais souligner la présence de Madame Adouabo, célèbre écrivain ivoirien, présidente de l'Association des écrivains, présidente de l'Association des judokas de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux, très honoré de sa présence, parce que la dame que vous voyez en face de vous fait partie de mes maîtres. Elle a été mon enseignant de français quand j'étais en classe de 3e. Et elle nous a fait étudier un texte sur Soweto, où j'ai fait un exposé avec des camarades de classe. C'était juste au moment où on assassinait le leader de la lutte des jeunes dans les banlieues de Soweto. Donne-moi son nom, Steve Biko. Donc vous voyez qu'elle fait partie de mon parcours. Et également, plus tard, longtemps plus tard, il n'y a pas si longtemps, quand je commençais à travailler sur ce thème, elle fait partie des personnes à qui j'ai montré les preuves, qui m'ont encouragé. Elle fait également partie des personnes que j'ai approchées au moment où nous avons travaillé à monter notre association ici en Côte d'Ivoire. Elle m'a soutenu. Et quand Kété à Santé Ama Mazama sont venus, elle est venue leur offrir des habits africains. Merci de ta présence. Alors, pour commencer, il faut que je dise quand même un mot sur l'histoire de ce thème. La falsification de l'histoire, les 16 gros mensonges enseignés à vos enfants. Il s'agit d'une étude qui a été faite sur les livres d'histoire enseignés à nos enfants de la 6e à la 3e. Cette idée est née de façon, accidentelle. Un jour, ma fille m'a montré un devoir ou une leçon sur l'histoire dans sa classe. Et quand j'ai regardé cette leçon, j'ai dit, mais on insulte les Noirs dans cette leçon qu'elle me montrait. Et c'est ce jour que j'ai demandé à ma fille, fais-moi venir élever 3 enfants. J'étais au 3e enfant. C'est maintenant que je demande le livre d'histoire pour lire ça moi-même. Et quand je lis le livre d'histoire que je finis de le lire, je suis complètement bouleversé. J'apprends que dans ces livres-là, on enseigne à nos enfants que leurs parents n'ont rien inventé, n'ont rien apporté à la civilisation, et que d'ailleurs la seule chose qu'ils ont apporté, c'est l'esclavage. Et j'ai compris que ce livre-là donne le complexe de supériorité aux Occidentaux qui vont dans ces écoles et le complexe d'infériorité aux Noirs. Et j'ai compris que entre mes enfants et moi, il n'y a presque plus de relation en réalité. Parce qu'ils ont une autre culture. Ils ont été formatés pour être autre chose, pour être des Français. Ils ont été francisés. C'est moi le mot. Et c'est à ce moment-là que je vais comprendre les différences entre mes enfants et moi. L'origine de ces différences est culturelle. L'enfant n'est plus sur la même longueur d'onde. Il ne connaît pas la Komou, il ne connaît pas le Bandama, mais il connaît le Rhône, il connaît la Saône. Et ça, j'étais sous le choc et je ne comprenais pas comment. D'abord, moi-même, je m'en voulais de ne pas avoir fait ce travail avant. Et j'en voulais à nos enseignants d'histoire. Et je ne comprenais pas, mais comment les enseignants d'histoire qui sont réputés sur la place comme de grands enseignants de l'université, des chercheurs, des doyens, des hommes respectables, des cravatés, bien parfumés. Mais comment ces gens peuvent laisser faire ça? Et quand je regarde la signature de ces livres, ça porte la signature d'une enseignante française, Sophie Le Caïnec, qui est française, qui écrit les livres d'histoire pour les Africains et qui a une agrégation d'histoire. Alors que les grands maîtres qui ont des doctorats sont assis à l'université d'Abidjan et ils ne produisent pas de livres. Je dis, mais ça c'est grave. J'étais en fonction.
j'étais en fonction dans l'administration. Et à partir de ce moment, je me suis donné pour objectif de lire tous les livres d'histoire. J'ai commencé par le primaire. Et quand j'ai lu le primaire, j'ai compris que pourquoi en Côte d'Ivoire nous étions si divisés. Parce que le premier cours d'histoire dit aux petits Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est divisée en 4 morceaux et qu'il y a le morceau Akan, il y a le morceau Mandé, le morceau Kou. Mais le livre ne dit pas, mais ces 4 morceaux sont d'où. Le livre dit un jour, brusquement, subitement, tout à coup, il y a 4 groupes. Et voilà ce qu'on enseigne à nos enfants depuis le début. Comment voulez-vous qu'après, entre celui du centre et celui de l'ouest, la relation soit facilitée? Et je continue, je lis les livres de 6e, de 5e, de 4e et de 3e. C'est un cheminement qui a pris des années, 3 ans. C'est vrai que j'ai fait des études d'histoire. J'ai eu un diplôme en histoire, mais il fallait me remettre parce que dans ma vie professionnelle, je n'ai pas été historien, je me suis occupé de formation. Donc voilà, je voulais rappeler un peu les motivations et c'est à partir de là donc ces études ont été menées. Et à l'issue donc de ces études, nous avons donc fait des interventions et des publications. Je rentre maintenant dans le sujet. La falsification de l'histoire. Les 16 gros mensonges enseignés à vos enfants. Tu peux descendre. Alors je voudrais pour commencer citer le maître. La citation est un peu longue, mais elle est très très importante parce qu'elle éclaire, cette étude. Alors, et puis d'ailleurs, pour un événement pareil, il faut citer le maître Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dit ceci, dans Nation Nette Écriture, dans sa préface notamment. Il faut ici rappeler sur ce qui vient d'être écrit, sur la nécessité pour un peuple de connaître son histoire et de sauvegarder sa culture nationale. Si celles-ci n'ont pas encore été étudiées, c'est un devoir de le faire. Il ne s'agit pas de se créer de toute pièce une histoire plus belle que celle des autres, de manière à doper moralement le peuple pendant la lutte pour l'indépendance nationale, mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire. Ce qui est indispensable à un peuple pour mieux orienter son évolution, c'est de connaître ses origines, quelles qu'elles soient. Si par hasard, notre histoire est plus belle qu'on s'y attendait, ce n'est là qu'un détail heureux qui ne doit plus gêner dès qu'on aura apporté à l'appui assez de preuves objectives, ce qui ne manquera pas d'être fait ici. Tu peux noter? Tu descends? Voilà, tu descends, tu continues. Non, tu descends plutôt. Alors donc, dans ce livre, donc, ce que je propose donc de débusquer les mensonges, de débusquer les omissions, de débusquer les silences, de débusquer les arrière-pensées. Donc, mon travail était de chercher à traquer le mensonge et chercher à rétablir la vérité. Et vous comprenez, c'est un long travail parce que toutes ces falsifications qui ont été recensées ici, aussi bien sur la jeunesse de l'humanité, sur les migrations primaires, sur l'art et la pensée symbolique, sur les inventions du néolithique, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, la céramique, la sédentarisation, sur la religion, sur le calendrier, sur l'écriture, sur l'État, etc. Tous ces éléments ont été recensés sur la base des faits. Il a fallu chercher les documents. Parce que comme Diop le dit ici, votre histoire peut être plus belle que vous vous attendez. Mais évidemment, les gens vont dire, mais quand vous arrivez, ils vous disent, c'est pas possible, c'est trop beau, mais quand vous n'avez pas tout découvert, mais c'est pas possible. Donc, je voulais faire vraiment ce travail sérieux, puisque quand on dénonce soi-même, il faut être sérieux. Donc, tous ces éléments-là sont sur des faits matériels, des faits archéologiques, des documents écrits sur ces éléments.
quand on dit ici que l'écriture est inventée en Afrique, on a le fait, on a la date. Donc je vais rappeler ça. Alors, commençons par la genèse de l'humanité. Alors ici, vous avez cette reconstitution, qui est la reconstitution de l'Homo sapiens sapiens le plus ancien qu'on ait trouvé. Il y a 200 000 ans environ, les chercheurs, après les péripéties, ont abouti à cette reconstitution. Celui que vous voyez, c'est l'Homo sapiens sapiens. C'est le premier homme de notre, comment dire ça, de notre race, on dirait aujourd'hui, le premier homme de notre humanité. Et il a été reconstitué par cette traite négo-africaine. Et il est né en Afrique, à les confins de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. En quelque sorte, l'humanité est née là, en Afrique du Sud, et elle monte jusqu'à l'Éthiopie. Donc, les crânes, voilà quand je parle d'attestation, de documents, voici les crânes, Homo 1 et Homo 2, qui sont à votre disposition. Donc, ces crânes-là, c'est ce crâne, le crâne Homo 2, je crois, qui a été utilisé pour reconstituer cet individu. Alors, on continue. Pour dire deux mots sur l'histoire, l'aventure humaine. En gros, je ne prends Cheikh Anta Diop. L'humanité s'est constituée à partir de 6 spécimens. Donc 6 spécimens d'hommes ou d'hominidés sont nés en Afrique. Les trois premiers spécimens n'ont pas atteint un potentiel suffisant pour sortir du continent. Ils se sont éteints sur le continent africain. Je vous passe les noms barbares, hein, c'est l'Australopithèque et l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Mais après ces trois premiers spécimens qui ne sont pas sortis, va venir 3 autres spécimens, eux qui vont sortir. Et le premier spécimen qui va sortir d'Afrique, c'est l'Homo erectus, qui apparaît à 2 millions d'années et qui sort d'Afrique vers 1700 ans. Il rentre en Europe il y a 400 000 ans. Ce spécimen va être suivi d'un deuxième, qui est l'homme du Néandertal. Donc lequel apparaît vers 100 000 et 150 000 ans. Mais ces 2 spécimens qui vont sortir d'Afrique, l'Homo erectus et le Néandertal, ne vont pas connaître un avenir. Ils vont donc s'éteindre. Et maintenant, le 3e spécimen qui sort du continent africain, c'est celui-là qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens. Et celui-là, il sort du continent africain 200 000 ans avant l'ère occidentale. Et c'est celui-là qui va donc peupler l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Et l'humanité que nous constituons vient de ce Homo sapiens sapiens. En réalité, il n'y a pas 3 races, il n'y a pas 4 races. Il y a une seule race, la race humaine. Et la naissance de l'homme, l'histoire de la naissance de l'homme noir est l'histoire de la naissance de l'homme tout court. L'homme est né en Afrique. On continue. Et pourquoi l'homme est né noir? C'est là que vous verrez que la mélanine est une chance pour l'humanité. Et que la nature ne fait rien au hasard. L'homme qui naît sous l'équateur ne peut que devenir noir. Il a besoin de se protéger
des rayons solaires pour ne pas disparaître. Aussi, la nature lui a donné la mélanine, la couleur noire. Et c'est la couleur noire qui fait qu'il a pu tenir sur le soleil, exister, se développer et se répandre dans le monde. Alors, quand des gens déclarent leur haine contre les Noirs, je crois qu'ils n'ont pas compris que c'est grâce à cette couleur noire que l'humanité même existe. Parce que l'humanité aurait été blanche à sa naissance, née sous l'équateur, l'homme aurait disparu. Donc, une humanité, donc c'est ce que Cheikh Anta Diop donne ici, hein, une humanité née sous l'altitude des Grands Lacs est nécessairement pigmentée et négroïde. On peut continuer? Alors, le peuplement de l'humanité, on monte encore, descend. Voilà, donc là c'est le mot erectus qui est sorti d'Afrique, vous voyez, qui est parti peupler le monde entier, mais il va disparaître. Donc, on descend encore. Voilà. Ici, vous avez, j'ai dit tout à l'heure que 6 spécimens sont sortis d'Afrique. Les 3 premiers, non, il y a 6 spécimens d'hommes, 3 ne sont pas sortis d'Afrique, ils ont disparu. Et les 3 derniers sont sortis. Et ces 3 derniers, les 2 premiers de ces 3 se sont éteints et les voilà ici. À gauche, je ne lis plus bien, donc à gauche, je crois que c'est le mot erectus. Et puis à droite, c'est le néandertal. Ils ont été reconstitués, hein? Oui. Voilà. Mais ceux-là, ils ont disparu, ils ne sont plus là. Ces 2 types-là. On descend? Voilà le type qu'ils vont découvrir en Europe. Le type d'Homo sapiens sapiens qu'on découvre en Europe et qui est au musée de Monaco, qu'on appelle l'homme de Grimaldi, qui est l'envahisseur africain qui a peuplé l'Europe et l'Asie, et qui est probablement l'ancêtre des leucodermes. Donc, les ancêtres des Européens aujourd'hui sont des Nogo-Africains. Des migrants, merci. Sont des Nogo-Africains. Donc, c'est un migrant. Voici l'ancêtre des Européens, qui s'appelle l'homme de Grimaldi. Mais en fait, qui est l'Homo sapiens sapiens, né en Afrique il y a 200 000 ans, et qui est sorti de l'Afrique, et qui est arrivé en Europe à 40 000 ans. Mais ce Homo sapiens sapiens qui arrive en Europe va se faire piéger par une glaciation terrible. Et ce Homo sapiens sapiens, de 40 000 ans à 20 000 ans avant l'occidental, va muter, va s'adapter à son environnement et va devenir l'homme de Cro-Magnon, qui est le prototype de la race blanche. Je ne vais pas trop vite. Non, ça va. On descend. Voici donc le crâne de l'homme de Cro-Magnon, qui est le prototype de la race blanche maintenant. Vous me suivez bien? Les Noirs arrivent en Europe, en Asie, tout ça. Ils sont noirs. Il y a comment on appelle ça? Il y a un refroidissement. Donc, ils habitent dans les grottes. Et évidemment, dans l'autre sens, le noir n'est pas fait pour être adapté dans le froid. Donc, ils perdent de la mélanine, n'en ont pas besoin. Et donc, ils vont s'adapter aussi bien au niveau facial, etc. Et donc, ça va devenir ce type de look qu'on appelle, que Cheikh Anta Diop appelle le leucoderme. Mais attention, il va se modifier, sa couleur va se modifier. La forme de son visage va légèrement se modifier. Mais son cerveau ne va pas se modifier. Les éléments qui sont dans le cerveau qui commandent l'intelligence ne vont pas se modifier. Donc, quelles que soient les modifications qui sont advenues, cet homme-là reste le même homme, aussi bien donc l'autre humain a la même capacité au niveau de l'intelligence, au niveau de la création et de la créativité. C'est pas possible. Voilà. Ok. C'est pas on a... Ah, c'est bien. Ça vient? Ouais, on peut voir. Non, il y a le courant. Bon. On continue. C'est pas débranché? C'est pas la batterie? Ouais, c'est des bonnes choses. C'est pas débranché.
Peut-être qu'il n'y a plus de batterie sur le... Bien. Non. Alors, je vais continuer quand même. Voilà, on te laisse faire, je vais essayer de continuer. Sans ça, ça va être difficile parce que tout mon travail est basé sur ces images. Alors, donc, là, nous étions sur la question de la genèse de l'humanité. Pourquoi j'évoque cette question concernant l'étude de ces manuels d'histoire? C'est parce que dans ces manuels d'histoire, on ne dit pas clairement que l'homme est né là, en Afrique. Voilà ce qu'on dit. L'on peut supposer que l'Afrique, où les premiers hommes sont apparus, a été le premier continent habité. L'on peut supposer. Notez-le, l'on peut supposer. Or, nous ne sommes plus dans les hypothèses. Nous sommes dans la démonstration. Aussi bien au niveau anthropologique, physique, mais aussi au niveau biologique. Il y a eu des études au niveau des ADN qui ont confirmé tous ces éléments que nous avons avancés tout à l'heure. Vous voyez un peu la perfidie. Pourquoi ces auteurs qui savent très bien l'histoire de l'humanité, pourquoi ils n'enseignent pas au noir? Ils ne veulent pas que le noir tire le bénéfice moral, évidemment. Comme des gens qui sont civilisés, qui au nom de la civilisation avaient nous colonisé, et maintenant ces gens vont dire, ah, mais nous venons de ces sauvages. Il y a une contradiction. Donc vous voyez ce qu'on fait à nos enfants. Donc vous sortez là, on vous explique tout ça de théorie, bon, vous apprenez, mais bon, vous n'arrivez pas à faire l'enchaînement. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué, l'être humain a évolué de façon logique. Il y a eu des branches qui se sont développées, qui ont disparu, et la branche centrale a continué. Deuxième falsification. Tu peux revenir sur le... Voilà, la naissance de l'art. La naissance de l'art. Troisième falsification. Voilà. On a sauté deux. Deux, c'est quoi alors? Pas sur deux. Deux, c'était l'immigration. L'immigration, ok, troisième. Troisième falsification, l'art et la pensée symbolique. Alors, vous voyez ces images-là. Hein? Ces images, tu peux lire là-bas parce que je ne vois pas bien. On les lit. Voilà. À gauche, on a mis l'art produit par les envahisseurs africains en 21 000 ans avant JC en Europe. Ensuite, après, Vénus de Windhoff aux tresses africaines 23 000 ans avant JC, produite par les envahisseurs africains en Europe. Donc tu peux descendre tout petit peu, on voit bien les deux. Non, non, bien sûr. Voilà. Alors là, vous voyez, ça, c'était un truc à piège. Moi-même, ça m'avait piégé quelque part. Ça, les Européens les présentent dans leur musée. Oui. Et ils les présentent comme étant leurs ancêtres. Oui. Mais ils ne disent pas que c'est des Africains, c'est des migrants qui sont venus d'Afrique. Et Cheikh Anta Diop, qui est très vigilant, quand il a analysé, il dit, mais c'est pas possible, parce que les cheveux comme ça, là, tressés comme ça, petits cheveux là, c'est le symbolisme des cheveux crépus. Ça représente les cheveux crépus, c'est tout. La forme de la femme, c'est une forme africaine. Donc, c'est enseigné dans les livres des enfants que ceux-là sont des Européens. Malgré les tresses et les cheveux crépus. Voici le document qui atteste le mensonge. Alors, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces cheveux crépus, c'est ce que j'ai dit tantôt, et ils le présentent comme des gens de chez eux, leurs ancêtres, mais c'est nos parents qui sont partis là-bas et qui ont fait ça. Et ils présentent ça maintenant comme étant de l'art qui a été découvert, n'est-ce pas, par les Européens blancs. Or, ça a été fait par des négros africains. Vous voyez le vent de l'histoire. Alors, on descend. Alors ces images qu'on a vues tout à l'heure sont très importantes parce que c'est sur ces images-là que les Européens se basent pour dire que l'intelligence est née en Europe. Oui, bon, d'accord. Bon, peut-être que l'homme est né en Afrique, hein, mais en réalité, la révolution culturelle, la révolution de l'intelligence même, hein, l'invention du symbolisme, la pensée, l'art, c'est né en Europe. Vous voyez? Donc pour eux, ce qu'on appelle la révolution culturelle est née en Europe sur la base de ces documents. Mais
en Afrique, on va découvrir d'autres documents. Et là, donc, ce que je vous présente encore, c'est des documents très importants, vous les verrez tout au long de votre vie. Hein? À gauche, c'est l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, qui date de 25 000 ans avant l'ère chrétienne. À droite, c'est l'os de l'Ebombo. Ishango, alors je rappelle que Ishango, je crois, c'est au Congo. Et la grande honte, c'est que l'université qui a travaillé sur ça en Belgique a construit un grand monument de ce os-là, qui pavane devant l'université, pour rendre hommage et gloire à cette œuvre de l'esprit. La science. Que font les Africains? Je crois que c'est à 21 mètres de haut, un truc comme ça, c'est quelque chose de gigantesque qu'ils ont fait. Voilà. Alors, à droite, vous avez l'os de Lebombo. L'os de Lebombo, c'est le Shoailand. Et donc, plus bas, on peut descendre. On peut descendre encore. Voilà, ça, alors ça c'est important. Ça, c'est l'ocre gravé trouvé dans la grotte du Bombos en Afrique du Sud au cours des années 1990. Est la plus vieille attestation connue de l'existence de la pensée symbolique qui caractérise l'homme moderne. Voilà, mesdames et messieurs. Au jour d'aujourd'hui, la science atteste la naissance de la pensée symbolique en Afrique à partir de ce document que vous avez sous les yeux. Vous voyez la différence entre la science et le discours idéologique enseigné à nos enfants. Nos enfants n'arrivent pas là, à ce niveau. Ils arrivent. Les deux images que j'ai montrées tout à l'heure avec les tresses, on leur présente ça dans les livres en leur disant que c'est l'Europe qui a inventé. Et puis on s'arrête là. Mais ça, on leur la cache. Quand vous regardez les traits qui sont ici, vous voyez très bien, c'est le début de la géométrie. Donc les mathématiciens travaillent, hein? Vous voyez les autres comme ça, là, mais attention, c'est de la mathématique. Hein? Moi, je ne suis pas mathématicien, mais il y a un Mbelek qui est un kamite qui travaille beaucoup sur cette question de la mathématique, sur l'os d'Ishango. Il est même venu en Côte d'Ivoire, on l'a vu sur Atibissou. Donc les kamites travaillent dessus, les chercheurs kamites travaillent sur ça. On peut continuer. Ensuite, on arrive dans le néolithique. Les Européens disent dans le livre d'histoire que c'est l'Asie occidentale, n'est-ce pas, qui a vécu les premières transformations du néolithique. C'est ça. Alors, le néolithique, c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, les hommes d'aujourd'hui pensent qu'ils sont très modernes, qu'ils ont inventé la plus haute technologie. Alors que ces hommes-là sont en train de continuer à utiliser les inventions que les ancêtres ont faites depuis longtemps. Et les plus grosses inventions sont nées dans le néolithique. Il s'agit de l'élevage, de l'agriculture, de la céramique, de la vie. Est-ce que vous ne mangez pas le bœuf aujourd'hui? Mais pour domestiquer le bœuf, c'est à cette époque du néolithique que nos ancêtres ont domestiqué le bœuf. Et nous l'utilisons aujourd'hui encore. Et le débat, ce qui est dit, vous voyez, c'est l'Asie occidentale qui vécut les premières transformations. Voyez? Alors que les documents attestent que l'élevage est né en Afrique. Tu peux descendre, l'agriculture est née en Afrique. Et là, alors sur l'agriculture, il descend encore. La céramique est née en Afrique. Il descend encore. Ça c'est au Mali, c'est la plus vieille attestation au niveau céramique qu'on a découvert au Mali. Ça fait 8000 ans avant l'ère occidentale. Descend encore. Voilà. Ça, alors je crois que c'est pas cette image-là, bon, j'ai un peu de doute dessus, je n'ai pas pu vérifier, mais je pense que c'est à Nubie au Soudan et que c'est le premier document qui montre la construction d'une ville, parce qu'ils ont déterré une ville. Mais j'ai le doute, il faut que je vérifie quand même l'image, hein, parce que Internet parfois annonce des informations, je n'ai pas vraiment vérifié, donc j'ai un peu de doute dessus, mais toujours est-il que si ce n'est pas l'image, mais le fait existe. La première ville du monde est née en Nubie. Alors, donc, ce qu'il faut dire sur ces invasions, la céramique, là, pourquoi elle est importante? Parce que quand tu es sédentaire
Vous voyez que pour préparer nos mélanges, on a plein d'instruments technologiques, mais la poterie là est très importante parce qu'on transporte l'eau avec. On transporte l'eau, on transporte nos affaires, on transporte plein de la nourriture, on transporte les plats, on mange dedans. Donc ouais, la céramique joue un rôle important dans la civilisation humaine. Donc vraiment, je passe parce qu'on va aller vite sur ces éléments. Je ne vais pas vous donner le détail de ce que disent les falsificateurs, hein, mais je crois que en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 moments importants là sont mis en Afrique. Et ça, c'est la science qui le dit. Ce n'est pas un discours idéologique. C'est-à-dire, ce que je mets là, si quelqu'un va découvrir que c'est faux, qu'il m'amène le document qui prouve le contraire, je vais changer mon discours. Alors, vient la falsification 5 maintenant, l'astronomie onéologique. Voilà. Vous voyez ces pierres là, c'est des pierres on trouve même en Côte d'Ivoire. Mais ça que vous voyez là, c'est une base d'observation astronomique. C'est positionné d'une certaine façon par rapport aux 4 points cardinaux aux astres. C'est une station astronomique. C'est la plus vieille du monde. Mais dans les livres d'histoire des enfants, ils montrent une station astronomique qui se trouve en Angleterre. Mais qui a été fait par des Africains lorsque ceux-ci étaient en Europe. Et ça, ils ne disent pas. Mais qui est plus jeune que cette station astronomique-là qui a été découverte dans le sud de l'Égypte, au nord du Soudan, de la Nubie. Kofi, s'il te plaît, maître Kofi, tu m'as fait un témoignage sur ces pierres-là, s'il te plaît. Ce que tu m'avais dit. On appelle ça des runes. Là, ces runes, c'est des apporteurs d'énergie. Même au pays, où les gens peuvent faire ça, dans la version africaine. Il y a des fétiches pour pouvoir les installer. Il faut positionner les pierres pour recevoir l'énergie positive. Pour bénir le village, pour bénir l'entité que tu veux honorer. On appelle ça des runes. Dans la grande, ceux qui font les. Comment vous appelez ça même là? La divination. La divination, on connaît bien ça. Chez nous, par exemple, on appelle ça l'arbre à palabre. On appelle ça le tuzier. Ici, il y a des gens qui connaissent ça. Le tuzier est ouais. Les gens, pour déposer le tuzier est ouais, c'est des pierres comme ça qui sont taillées, mais qui sont déposées dans des sens, selon la position du soleil, selon le lever du soleil, pour pouvoir tirer l'énergie positive. Alors, vous voyez, donc l'école coloniale, même si c'est l'école de la République, je continue toujours l'école coloniale, nous enseignons que nos parents n'ont pas inventé l'astronomie. Mais comme pour tout ce qui concerne les faits de civilisation, lorsque vous réfléchissez 5 minutes, vous allez trouver tout de suite, quand vous cherchez dans votre patrimoine, ce dont on est en train de dire que ça n'existe pas chez vous. Quand vous êtes par exemple à Caen, vous êtes Bambé, vous vous appelez Yahou, Kwasi. Mais vous croyez que ce n'est pas un nom astronomique? Qu'est-ce que les parents ont regardé pour mettre ce nom? On dit tel nom c'est tel jour, tel nom c'est tel jour, tel nom c'est tel jour. C'est la connaissance du calendrier. Mais c'est sous nos yeux. Comme les médicaments qui nous soignent aujourd'hui sont là dans nos genoux là-bas, on soigne les fractures, la connaissance est là, mais on ne voit pas. On fait l'université, on fait 7 ans, mais on ne voit pas. Quand tu appelles le jeune médecin, alors on va voir au village là, le temps qu'il soit les trucs. Pas question, ça n'existe pas. À l'école, on a fait le lavage du cerveau. Tu mets devant lui-même, ça ne va pas l'intéresser. Donc voilà, sur chaque fait de civilisation, interrogez votre culture, changez votre regard sur votre culture, vous allez trouver tout de suite la réponse. C'est comme pour les vendredis saints, toutes ces choses-là. Quand vous regardez chez nous, le vendredi est un jour saint, principal même chez la Barbée. Et chez beaucoup de peuples. Il y a tellement de choses comme ça. On peut continuer? Falsification 6, l'antériorité des civilisations nègres, l'origine nubienne de la civilisation égyptienne. Alors là, on attaque un problème très sérieux. C'est laquelle on va aborder la question de la négritude des Égyptiens anciens et puis de l'antériorité des civilisations. Et c'est là qu'on peut repérer la naissance de la falsification. On peut dire que après la guerre qui a été faite par la France à l'Égypte, suite à cela, Champollion décrypte les hiéroglyphes et arrive à lire. Il lit quoi? Il arrive à lire l'histoire, on arrive à lire l'histoire
en 3000 et l'ère chrétienne. 3000 ans. C'est-à-dire, il arrive à lire l'histoire sur 3 millénaires grâce aux Juifs. Et Chaperon, puis tout ça, il dit, ouais, mais ça c'est africain. C'est africain, la culture africaine. Les hiéroglyphes, c'est des animaux africains, c'est l'environnement africain. Les gens, c'est africain. Mais suite à Champollion, son frère, l'autre Champollion, qui va le suivre, c'est lui qui va pacifier. Parce que les Européens étant dans un complexe de supériorité, le 19e siècle, c'est le summum de la puissance occidentale. Ils ne pouvaient pas admettre que ces gens soient des inventeurs de civilisation, alors qu'ils sont justement en train de nous dire qu'ils font ces croisades chrétiennes, et qu'ils font ces guerres parce que nous ne sommes pas civilisés. Voilà, on commence la pacification. Mais il n'est pas question pour eux de reconnaître que l'Égypte ancienne est noire. Il n'est pas question pour eux de reconnaître. Il faut dire que les Africains sont les premiers dans le monde, ils sont dans l'Afrique, c'est pas grave. Mais de dire que la situation vient de l'Europe, il ne faut pas reconnaître, jamais. Mais Cheikh Anta Diop nous apprend que pourquoi on a besoin de l'autorisation des Occidentaux pour nous-mêmes, comment on dit ça, donner des noms à notre réalité? Est-ce qu'on a besoin de la tutelle de savoirs occidentaux? Que nous, en tant qu'Africains, nous devons être indépendants intellectuellement. Ce n'est pas parce que tu as étudié avec ton maître en Europe, et maintenant tu dois faire la rupture. Tu ne dois pas dire non, je n'ai pas fâché mon maître, bon, je vais avoir des bourses de voyage. Donc nous avons la capacité d'assumer notre indépendance intellectuelle et de ne pas nous référer. Et c'est ce que Diop et Benga disent. Tant que Diop dit, nous demande de tenir sur notre position jusqu'à ce que le monde reconnaissent que notre position est juste. Alors, donc, la question maintenant de l'antériorité, le texte c'était quoi? L'antériorité de la civilisation n'est l'origine nubienne de la civilisation égyptienne. Voilà. Donc, l'origine nubienne. Dans les livres d'histoire de Côte d'Ivoire, on ne parle pas de la civilisation nubienne. Ça n'existe pas. Alors que vous savez que la base de la civilisation du Kémet, vient du Soudan. On appelle la Nubie. Quand vous prenez ce que vous appelez le livre des morts, les livres sacrés, les hiéroglyphes, toute la culture qui a été développée à Kémet, c'est-à-dire au sud de la vallée du Nil, toute cette culture, tout son fondement au Soudan. C'est pourquoi le dieu Amon de l'Afrique vient du Soudan. Osiris, Isis, tous ces mythes ont leur origine au Soudan. Mais la question, comment se fait-il que ce pays qui est très important pour la culture africaine, qui est l'origine de la culture africaine, pourquoi il est absent dans les livres d'histoire? La Nubie est absente. L'Égypte est présente. Mais l'Égypte qui est présente dans les livres de vos enfants, c'est l'Égypte blanche. Alors, comment voulez-vous construire l'unité africaine si vous n'apprenez pas aux Africains dès le départ? Leurs ancêtres étaient tous dans la vallée du Nil. Autant dans l'Antiquité, ils étaient tous dans la vallée du Nil. Et c'est là-bas qu'ils ont forgé une civilisation commune. C'est pour ça que les Africains de tout le continent se comportent de la même façon, se marient de la même façon, font les funérailles de la même façon, ont le même humour, ont la même, les mêmes danses, les mêmes divinités, etc. Comment vous allez créer l'État panafricain si vous n'avez pas enseigné aux enfants l'unité africaine qui s'est forgée dans la vallée du Nil? Impossible. Impossible. Alors, je dis que l'unité africaine passe par l'égyptologie. Ce n'est pas une petite affaire. Hein. Ce n'est pas une affaire de savoir ou bien une affaire politique. C'est une affaire de l'avenir de l'Afrique. Alors, donc, le nubien, alors on passe à cette pacification, l'antériorité des civilisations nègres. Ici, c'est l'antériorité des Égyptiennes sur celle d'Asie. Donc, dans ces livres-là, évidemment, ils vont laisser entendre que la civilisation égyptienne
comment on dit ça, vient après la version asiatique. Est-ce que vous savez pourquoi? Quelqu'un peut comprendre cette justification. Pourquoi ils le font? Oui, comment? Oui. Sûrement, c'est à cause de la position du paradis. Là? La position du paradis qui veut que le Moyen-Orient. Ah ouais, c'est bon. Là, je vais partir loin. Mais donner l'antériorité à l'Asie, ça veut dire que quelque part, même là, c'est les Européens, ils ont les Blancs qui ont apporté la civilisation. La civilisation est indo-européenne. Parce que s'ils disent que la civilisation est née en Asie, alors ils peuvent dire que c'est cette civilisation-là qu'ils ont apporté maintenant pour civiliser les Noirs à Québec, en Égypte. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le livre d'histoire? Ils disent les villes les plus anciennes ont été retrouvées en Asie occidentale. Vous voyez les mensonges? C'est écrit comme ça. Hein? Et puis après, ils disent, on dit souvent que la civilisation est née en Asie occidentale. En Asie occidentale. On dit souvent. Qui dit? Nous sommes en science, en histoire. Si tu dis aux enfants, on dit souvent. Vous voyez qu'ils sont au courant. Hein? Il faut qu'ils ne soient pas au courant, mais ils sont au courant. Donc on dit que. On dit. Mais ça, on dirait que c'est un truc du bar. On dit souvent que la civilisation est née en Asie occidentale. Dans un livre d'histoire. Hein? Le livre du 6e. Alors après, ils disent encore dans ce livre, durant cette période furent édifiés en Afrique des monuments semblables aux monuments sacrés d'Europe. On les trouve au Cameroun et en Centrafrique actuelle. D'ailleurs, ils ont trouvé des grands monuments en Afrique, mais ça ressemble aux monuments d'Europe. Il faut mettre l'Europe dedans, quoi. Vous dites que ça vient de là-bas, en fait. Alors, on continue. 9. L'antériorité des civilisations nègres, le caractère nègre de la civilisation égyptienne. Bon, là, je ne vais pas m'attarder un peu plus de tout ça. Hein. Je vais passer parler de ça. Hein. Donc, peut-être, je vais un peu juste, peut-être du plan ou simplement rapidement dessus. Voilà. Il y a un faisceau d'arguments, de preuves pour montrer que les anciens Égyptiens sont des Noirs. Le premier faisceau de preuves, d'abord, c'est au niveau de la littérature grecque. Leur propre littérature, ils ont laissé. Tous les Grecs reconnaissent que l'Égypte est noire. Tous les savants, Hérodote qui a visité, qui a vu l'Égypte, ils ont tous témoigné. Donc il y a le témoignage des savants grecs. Il y a ensuite le témoignage de la Bible elle-même, qui reconnaît que l'Égypte est noire. Quand on parle des Cham, des Cam, on parle des Noirs. Quand on parle de Canaan, on parle des Noirs qui sont en Palestine. Quand on parle de couches dans la Bible, quand on parle d'Israël, etc. Donc, il y a le témoignage de la Bible. Ensuite, il y a le témoignage des Africains eux-mêmes. L'image qu'ils avaient sous les yeux témoigne. Celui qui est à gauche, c'est les Égyptiens eux-mêmes. Mais ce n'est pas 1200, c'est pas 1200 qui ont fait le scribe africain a fait ce dessin-là. Vous voyez le dessin qu'il a fait. C'est ce dessin que vous avez sur la page des gardes de choses, de la nation et culture. C'est très important. Les personnes ne parlent de ça dans les livres. À gauche, c'est le Kémet qui est là, l'Égyptien. Voilà comment c'est représenté. L'autre noir que vous voyez là-bas, c'est le Soudanais. C'est un Soudanais. Voilà comment on regarde les Soudanais. Ils sont à l'intérieur du continent, ce que les Grecs appellent les Éthiopiens. Et puis, voilà, vous voyez, donc, quand vous comparez à l'Égyptien, les deux autres, c'est l'Européen et le Sémite. Les deux Européens et le Sémite. Voilà une attestation, parce que quand je vous dis c'est basé sur les attestations, là, les preuves, là, c'est une preuve. Bon, donc, vous montez sur cette preuve-là, on va discuter avant que je me Alors, ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres vaisseaux. Cheikh Anta Diop a étudié la religion. Il a comparé la religion de ceux-là et notre religion. Il a étudié la culture. Il a fait la comparaison. Il a étudié les mythes. Il a fait la comparaison. Il est parti plus loin en tant que scientifique. Il a prélevé des peaux de momies. Et il a regardé sur les peaux de momies.
qu'il a présenté au colloque du Caire en 1974, les résultats qu'il a présentés là-bas. Donc, la conclusion est claire. Les Noirs, les Égyptiens, ce sont des Noirs. Et ça, ce n'est pas Diop qui l'a dit le premier. Lorsque Anténor Firmin, notre ancêtre Anténor Firmin, va écrire son livre pour répondre à l'imbécile qui a écrit des inégalités des races, Gobineau. Il y a un Africain, un Haïtien qui va écrire un livre pour répondre à Gobineau, qui va utiliser ça de l'égalité des races. Mais ce livre-là n'est pas enseigné en littérature. Il n'est pas dans les bibliothèques. Et Anténor Firmin va dénoncer à des arguments scientifiques l'inégalité des races liée à la hiérarchisation des races que prend Gobineau. Et Anténor Firmin va dire dans ce livre, déjà à cette époque-là, que les Égyptiens étaient noirs. Il va donner ça comme preuve de la capacité des Noirs à créer la civilisation. Après, il y a eu les autres, les Marcus Garvey, tous les grands nationalistes, j'en passe, avant d'arriver même à chaque académie. Ensuite, il y a le témoignage même des Africains. Ils disent que les ancêtres viennent de l'Est. Ils viennent d'Égypte. On connaît bien le témoignage, par exemple, des Akans là-dessus. Ça, je disais, regardez le livre du doyen qui a écrit sur les droits, l'univers des droits Pézélo. Il en parle là-dedans. Il donne même le chemin, comme par où ils sont passés par arriver. Alors, on peut continuer. 11. Alors, 10, c'est le calendrier. L'invention du calendrier. Alors, je vais. Voilà ce que dit le livre, les auteurs de ce livre-là, les livres d'histoire, les manuels, disent que. J'ai ça quelque part. Donc, dans ce livre, on parle de calendrier, de calendrier européen, de machin, mais on ne vous parle pas du calendrier, des calendriers africains. Alors, l'Afrique a un calendrier, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'astronomie chez les Lacan et chez les Séoufou et partout. Les Africains ont un calendrier parce que quand tu es né, on te donne, c'est quand tu es né, avant que leur école arrive. Le calendrier qui est utilisé aujourd'hui n'est qu'un calendrier qui a été, comment on dit ça, adapté, réformé, à peine réformé. En Égypte ancienne, ils ont inventé un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier sidéral. En 4460 avant l'ère occidentale. On connaît la date de naissance de ce calendrier sidéral qui est extraordinaire. C'est-à-dire, nos ancêtres ont vu que ils ont basé le calendrier sidéral sur la naissance conjointe du Soleil et de Sirius s'élèvent en même temps. Mais ils s'élèvent en même temps tous les 1460 ans. Et ils ont compris que chaque jour, on perdait un quart de jour. Chaque année. Dans la première année, tu perds un quart de jour. La deuxième année, tu perds demi-jour. La troisième année, tu perds les trois quarts de jour. Moi, je dis demi. Tu perds un jour, deuxième année, 2 jours, 1 jour. Et la troisième année, 1 jour et demi. Les Européens vont créer sur cette base-là le calendrier biseptile. Ils vont essayer de rattraper ça au bout de 4 ans. Ils rattrapent pour répartir à 0. Mais ça ne tombe jamais. Mais est-ce que vous savez, vos ancêtres, comment ils ont fait? Ils ont attendu, ils ont laissé tout le cycle finir. Et le cycle, il a 1460 ans. Donc, tous les 1460 ans, l'Afrique réagit son calendrier d'une année. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous raconte pas des histoires. On se pose la question, comment une civilisation, un pays peut observer les astres sur plus de 1000 ans? Évidemment, on a découvert que le pharaon avait une commission spéciale chargée de faire ce travail-là. Et ça, on peut comprendre.
dans des sociétés initiatives comme nous autres en Afrique, vous pouvez comprendre qu'on peut confier à une famille telle chose. Et que cette famille va la garder de génération en génération. Et donc ce calendrier-là, c'est ce calendrier qui va donner l'année de 365 jours, qui va donner les 12 mois, qui va donner les 24 heures. Ce calendrier égyptien, c'est celui qu'on adopte, que les gens ont adopté, n'est-ce pas, pour aujourd'hui encore. Voilà pourquoi vous entendez parler du nouvel Akamite. Le nouvel Akamite, c'est la volonté de certains des Africains, de dire mais non, ça suffit. Nous, on ne va pas nous baser sur le calendrier occidental, on va se baser sur notre propre calendrier. Parce que c'est le meilleur calendrier du monde, juste ici. On passe. Alors, dans les livres d'histoire de l'invention de l'écriture, voilà ce que disent les auteurs. La civilisation égyptienne fut l'une des premières à utiliser une écriture. Il s'agit des hiéroglyphes. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase? Vous voyez? Il dit l'une des premières à utiliser une écriture. Oh, c'est la première. Vous voyez? Quand c'est eux là, ils sont premiers. Mais quand c'est nous, même si on n'est pas mis les premiers, on n'est pas mis les premiers. Vous voyez comment les gens ils font. Voilà comment les gens font. Oh, ça c'est important. Tous les lois disent qu'ils n'ont pas d'écriture. Mais évidemment, nous avons une écriture. Les hiéroglyphes, c'est l'écriture de l'Afrique ancienne. Et je voudrais profiter pour dire que les textes anciens, sacrés de l'Afrique ancienne, sont les textes qui régissent encore la civilisation africaine d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Sur les Akans, les Baoulés, on parle de Nyamemla pour parler des lois, du code moral, du code éthique. Mais dans les textes égyptiens, on parle de maths. Mais il s'agit de la même chose. Donc, l'écriture est née chez nous autour de 3400 ans avant les chrétiens. Alors, à gauche, vous avez le dieu Djéouti, que les Grecs appellent Thoth. Je vous invite à appeler les Africains de l'Afrique ancienne, de l'Égypte, par leur propre nom, pour que vous puissiez voir les similitudes avec votre propre culture. Comment on peut appeler un Africain avec un nom grec? Ça ne s'appelle pas Thoth, ça s'appelle Djéouti. Mais quand tu appelles Djéouti, tu vas retrouver dans la tradition baoulée qu'il y a Djéouti. Donc, celui qui est considéré comme le patron de l'écriture dans la pensée de l'Égypte ancienne. Et ce type-là, il a été célébré également par la Grèce. Les Grecs l'ont célébré, c'est ça qu'on appelle Thoth. Jusqu'aujourd'hui, mais ils ne donnent pas son origine. À droite, vous avez le doyen, Louis Boisbré, qui a rejoint son cas il n'y a pas si longtemps, qui a fait un travail extraordinaire. Oui, on dit qu'il a inventé l'écriture grecque, mais il a corrigé plus tard. Il dit que c'est l'écriture africaine. Comment on reconnaît que l'alphabet de Boisbré est africain? C'est parce que c'est un alphabet hiéroglyphique. Les Africains, c'est comme ça qu'ils font l'écriture. Donc Boisbré, c'est vrai qu'il a inventé, il a passé de rite, mais je lui dis, il n'a fait que refléter la tradition africaine. Et ce monsieur a essayé de donner des cours dans son village pour inviter ces cadres à écrire dans leur langue. Ils n'ont pas suivi. Il a été l'objet de moqueries. Et les morts, je pense qu'il n'est pas mort misérable. Mais l'histoire ne relèvera un jour. On peut continuer. Ici, vous avez la classification 12, la naissance de l'État. Et vous avez cette photo. Dans la Bible, là, quand on demande la photo, les gens ne voient pas. Excusez-moi, hein. Vous ne voyez pas, il n'y a pas de photo. Mais quand nous, on parle de nos ancêtres d'Égypte ancienne, 3300, 3400 avant l'ère occidentale, on a l'image de voilà, c'est Namori. Merci au frère Kwadjo qui travaille avec nous en égyptologie et qui a réussi à focaliser la mer en Namori. Voilà la mer. Regardez son chapeau. Il a dit que c'est un chapeau musulman, mais c'est faux. C'est pour nous. L'islam n'a pas
pris des chapeaux. Quand ils sont arrivés là, les gens portaient des chapeaux. Voilà, des chapeaux. Mettez ce chapeau-là, c'est pour vous ancêtres. Et c'est pour ça que si vous remarquez dans les villages, il y a les vieux pétés au Baoulé, ils ont des chapeaux comme ça. Chose, chez nous, faut également. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais quand on pense que c'était importé, mais non. Alors, l'État, le premier État du monde, est un État Kemet, Égypte ancienne, c'est Kemet. C'est un État africain. C'est les Africains qui l'ont créé, le premier État du monde. Le premier roi du monde, le voilà, il n'y a pas plus vieux que lui. Il n'y a pas plus vieux que lui. Si tu ne veux pas les premiers rois en Europe, là, ah, mais ça, c'est après la basse époque. Et en France, Charlemagne, ça, c'est 800 ans après Jésus-Christ. Oui. Mais pourquoi nous sommes le premier État? Pourquoi nous avons fait cette invention et toutes ces inventions? Mais ce n'est pas parce que nous sommes les plus intelligents. C'est à cause des conditions spécifiques dans lesquelles nous étions. Et ça, il faut le savoir. Les Africains, quand il y a eu le dessèchement, ont dû se replier dans la vallée du Nil pour vivre. Or que quand vous regardez bien la vallée du Nil, son encaissement, vous voyez que c'est une vallée spécifique, spéciale par rapport aux autres vallées, aux autres fleuves dans le monde. Et les Africains ont dû s'adapter aux spécificités de cette vallée. Quand le Nil vient et puis le Nil fait l'inondation, le Nil efface toutes les parcelles agricoles. Tout. Mais quand le Nil se retire, il faut que chacun retrouve sa parcelle pour construire, comment on dit ça, pour faire son petit jardin. Vous comprenez? Comment on va inventer la géométrie? Comment on va inventer les mathématiques? Pourquoi plutôt on va inventer les mathématiques et la géométrie? Et pourquoi on va inventer l'État? Puisqu'on se retrouve serré autour du Nil. Mais il faut bien qu'on apprenne à vivre ensemble. Voilà pourquoi nous allons créer des formes d'État. Et nous allons créer l'État. Et même, je vais dire mieux, nous allons créer l'Empire. L'Empire est une invention africaine. C'est Alexandre qui va copier le schéma égyptien pour faire un empire grec. Mais avant, la Grèce n'a jamais inventé un empire. Les Grecs vivaient dans des cités comme dans toute l'Europe. Tous les Européens, c'est l'individualisme, la particularité. Ils vivent séparés. Les cités, ce n'est pas des empires, c'est des villages qui ont des institutions. Et c'est pour ça que nos villages ne doivent pas s'appeler villages, parce que le village, c'est un nom géographique. C'est-à-dire c'est un village. Mais non, dans nos villages, là, ils ont des institutions. Il y a la DSTR, il y a les institutions, il y a le chef. Le chef qui est un grand initié, c'est des institutions. Donc, ce n'est pas un village au sens européen. Nous appelons la cité, on dit qu'il y a des institutions. Donc, là, c'est un peu ici. Alors, donc, ça, c'est un peu ici. Je vais insister dessus. Nous ne devons pas tirer l'auréole de cette situation, vantardisme, etc. C'est l'accident de l'histoire qui a fait de nous les inventeurs de la civilisation. Ce n'est pas parce qu'on a été plus intelligent que les autres, c'est parce qu'on a eu des conditions plus difficiles. Mon ami, toi, tu vis au clair de lune. Et puis, pendant 6 mois, il ne pleut pas, tu n'as pas de problème. Mais quand il commence à pleuvoir, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu as fait à toi. C'est pas ça. Donc, tu inventes le toit pour te couvrir. Donc, ça, c'est bien très important de comprendre que l'environnement détermine nos conditions matérielles de vie. L'image que vous voyez à droite symbolise l'unité africaine derrière laquelle nous courons depuis 1962. Ici, c'est le Sénégal. C'est deux personnes qui partagent ensemble le lotus. C'est l'image de l'unité. C'est quand ça symbolise l'unité de l'Égypte du Nord, de Kémet du Nord et de Kémet du Sud. Voilà. Donc, c'est une chose que nous pouvons reprendre pour les armoiries de la future fédération panafricaine. On peut continuer. Ici, vous avez donc l'utilisation des métaux. Vous voyez là, à droite,
cette image avec le Oufounou. Pourquoi c'est au Mali, au Niger, je crois que c'est au Mali, sur Oufounou. Mais je voudrais vous dire que l'Afrique était pleine de Oufounou pareil. Et que pendant les guerres coloniales, comme les palais, comme les maisons dures qu'on avait, les colons ont tout détruit. Ils ont tout détruit. La dernière fois, nous avons mis sur Facebook la photo du palais du chef Sénoufo. Comment il s'appelle? Un bon coup de Bali. Bon. Mais un palais extraordinaire. Mais il était rasé en 1920. Puis quand vous rasez le palais, bon, les gens perdent des repères. On se demande, mais est-ce qu'ils ont un royaume même? Qu'est-ce qu'ils ont un empire même? Mais si on t'avait montré le palais, le problème était résolu. Voilà l'Afrique avec une industrie. C'est des thèmes qu'on va aborder ici, on va vous montrer comment l'industrie africaine a été pillée, a été détruite, a été volée. On avait une industrie textile, une industrie alimentaire, une industrie de forgeron. Parce qu'on est artisan, on a fait tout le plaisir. Mais regardez ces forgerons. Malgré les conditions déplorables, les conditions de la colonisation, etc., mais encore aujourd'hui, leurs descendants travaillent dans le fer. C'est eux les mécaniciens, on appelle les petits doulards. C'est eux. Les gens qui paient les bacs, c'est les descendants des forgerons. Moi, dans ma famille, j'ai des jeunes, et le jeune me dit un jour, Idrissa me dit un jour, quand on parle de son avenir, tonton, moi en tout cas, on m'a dit que je vais le faire, moi je vais réussir. Chez nous, là, dans le faire, on réussit. Oui. Mais vous allez chercher des étrangers pour venir faire des compagnies aériennes. Les gens sont déjà là, ils ont des cas. Pourquoi ce n'est pas ceux-là que vous organisez, que vous financez, à qui vous permettez d'acheter des avions pour passer à l'avion? On a des questions. Le développement endogène. Ce n'est pas notre sujet, on continue. Alors là-dessus, sur le fait, Madame Diop a beaucoup écrit dessus. Elle a écrit La femme de Cheikh Anta Diop. Elle a écrit un livre formidable, ainsi que l'histoire de l'Afrique. C'est l'Afrique, démographie, sol, quelque chose comme ça. Je vous conseille de le lire. Et sur la question du fait, vraiment, elle a bien résumé la question. Alors, on arrive maintenant à la pacification de la religion, une question qui fâche. Alors, donc, le volet histoire du malheur, d'histoire et de géographie de la classe de 5e comprend 4 chapitres. Donc, l'histoire de la religion se retrouve donc traitée dans le premier. Là. Donc, on observe que les religions dites révélées, c'est comme ça qu'on a écrit un livre d'histoire, un livre scientifique, on dit religion révélée. C'est pas des avis en science. On observe que les religions dites révélées, ils ont dit religion révélée, christianisme et l'islam, bénéficient d'un traitement de faveur. En effet, les auteurs y consacrent une proportion importante d'une manière de 5e. 25 pages. Vous voyez que ça ne commence pas au catéchisme, ça commence à l'école d'histoire des hommes. 25 pages. Alors que 2 pages seulement sont consacrées aux faits religieux africains. Ces auteurs, dans le prolongement de la propagande coloniale, qualifient les adeptes de la religion africaine d'animistes. Il dit ceci, écoutez, la logique. La plupart des religions africaines étaient polythéistes. Elles affirmaient l'existence de plusieurs dieux, tous soumis à un Dieu suprême qui dominait le monde. Moi, je pose la question. On a un Dieu suprême et puis on a plusieurs dieux. Vous voyez, par rapport à la logique, ce n'est pas possible. Un scientifique n'a pas fait une erreur de logique comme ça. On ne peut pas en même temps être polythéiste et puis être politique. Tu veux dire quoi? Tu ne peux plus dire maintenant qu'on est polythéiste, donc tu tournes. Mais imaginez un instant, mes amis, mes camarades, mes frères et sœurs, qui disent que la région africaine est polythéiste. Vous imaginez la révolution qu'il va y avoir? Est-ce que vous imaginez ce qui va se passer au niveau de l'Église, au niveau de l'islam qui parle de la religion du livre? C'est 2 religions qui parlent de la religion du livre. Vous fermez la porte. Il faut préparer le champ, l'espace. Il faut qu'ils puissent planter leurs mauvaises herbes sur votre sol. Il faut dire, il faut mélanger la tête, excusez-moi, je ne vais pas l'ivoirien maintenant, il faut mélanger la tête des petits Africains.
Non, mais c'est proprement ce qu'on a vu dans un livre d'histoire. Mais c'est un dessin. Et Hérodote nous apprend, hein, le maître Hérodote, une même chose ne peut pas en même temps et sous le même rapport être et ne pas être dans un même sujet. Non, ce n'est pas Hérodote, c'est Aristote. Excusez-moi. Bon. Or, les recherches montrent clairement que le concept de Dieu unique est attesté pour la première fois en Afrique vers 2800 ans avant les chrétiens. Atum, le créateur, on appelle Atum le créateur, Amon, l'invisible, Ta, le forgeron, Aton, le lumineux, Ra, le soleil. Dans l'histoire de la religion en Afrique, Dieu apparaît d'emblée en tant que Dieu unique, créateur du ciel, de la terre et des hommes. Les premiers textes les plus anciens d'Égypte ancienne parlent de Dieu unique. La bouche là, ça ici. Je suis l'unique, Inkwa. Voilà, à gauche là. On a mis les sources égyptiennes des concepts religieux. Dans la langue ancienne africaine, Dieu dit Inkwa. Je suis unique. C'est là aussi, la traduction du Kosovo. Vas-y. Voilà, là-bas, dans le texte aussi. Ça, il faut que les gens viennent à beaucoup d'égyptologie. Alors, donc, Dieu apparaît d'emblée en tant que Dieu unique, créateur du ciel, de la terre et des hommes. Le monothéisme est né en Afrique et non en Asie, comme le laisse entrevoir les manuels. Alors, il y a un autre aspect dans ce livre, c'est l'antériorité du père religieux africain et son rapport au judaïsme. Il parle de judaïsme, de christianisme, d'islam, etc. Mais ils ne disent pas que c'est en Afrique que le judaïsme est né. Le Moïse là, c'est chez nous. Il ne parle pas de ça. Oh, on a eu d'histoire. Il devrait faire le rapport entre ces religions-là et puis l'Afrique. Voilà, donc, voilà, je vais. Là, si y a des questions, je pourrais revenir dessus. Ensuite, tu peux passer sur la religion. Voilà, les sciences et la philosophie. Nous sommes dans la classification 15. Les sciences et la philosophie. Donc, tout à l'heure, je vous disais que les conditions exceptionnelles de la vallée du Nil vont amener les habitants de la vallée du Nil à faire la science, les mathématiques, et à développer la philosophie, à développer l'État. Ici, vous avez, donc, la cosmogonie, je vous invite à lire Théophile Obenga sur la philosophie africaine. Longtemps, on nous avait dénié le droit d'avoir une philosophie. C'est en 1993 que Théophile Obenga va sortir un livre pour dire, mais nous avons une philosophie, voici son histoire. Et on continue, classification 15 encore. Bon, là, vous voyez, bon, c'est vos histoires de Thalès, tout ça. Voilà, toutes ces choses. Le théorème de Pythagore qui existe 2000 ans avant Pythagore lui-même. Voilà là. Pythagore n'est pas né, ça fait 2000 ans avant son théorème de là. Ça, dans Civilisation et Barbarie, vous aurez ces informations. Donc, la science, pour continuer. Bon, alors, la pyramide. Mais quand tu ne connais pas les mathématiques, tu ne peux pas faire la pyramide. C'est impossible. Voilà, regardez là à côté. Regardez le quadrillage des dessinateurs. Comment ils dessinent. Vous voyez toutes ces choses-là. Si tu ne fais pas les mathématiques, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire la proportion en art. On peut continuer. 16, la monnaie. La monnaie aussi en Afrique. Même dans l'histoire récente, il y a plein de monnaies. Quand les monnaies vont arriver ici, on trouve des monnaies de la monnaie partout. On de faire un travail dessus. Le frère Krapopo a fait un très beau travail. Il y a un livre qui est sorti. C'est Gasso qui a édité ce livre. Vous pouvez demander à Gasso pour vous mettre en contact, pour vous faire sortir les éléments. Il y a plus en bas là-bas. C'est fini. Bien. Mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, merci de votre attention. L'objet. Que devons-nous faire? Il y a ce qu'on va faire dans l'urgence et ce qu'on doit faire pour demain. Dans l'urgence, vous devez enseigner l'histoire à vos enfants. Ça, c'est l'urgence.
Quitte à expliquer à l'enfant, ça c'est pour l'école. Mais ce qu'il apprend, c'est ça qu'il faut être. Et pour demain, certains pourront me répondre qu'il faut inviter le ministère et le gouvernement à faire des réformes. Mais moi, j'ai répondu. Nos aînés ont fait ça. Une petite manière ici. Le ministre Michel en soi, on avait créé une commission pour réformer l'école. Michel François a déposé son rapport en 1977 pour qu'on introduise la culture. Il est là dans l'éducation en Côte d'Ivoire. On revoit de fois encore l'éducation coloniale. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voté. Mais Oufoué n'a pas pu promulguer. On ne sait pas qu'il est basé à côté d'Oufoué. Oufoué n'a jamais promulgué cette loi. Jamais. Et ensuite, ils ont continué. Ils ont fini par obtenir une réforme. Je n'ai plus la date en tête, peut-être dans les années 80. Mais attention, quand ils font les réformes, ils ne changent rien. C'est comme l'indépendance. Cette réforme a été vidée de sa substance culturelle. Le débat n'est pas quantitatif, avoir de nombreuses écoles. Ce n'est pas ça qu'est le débat. Le débat il est qualitatif. Quelle école il faut pour nous enfants? Donc, c'est syndicat d'étudiants, c'est syndicat d'enseignants, c'est syndicat d'éducateurs qui sont fatigués. Maintenant, ils s'occupent de quoi? De revendiquer leur salaire et leur prix. Un point, un trait. Tout. Nous, à Fossantisme, nous disons que fidèle au schéma de Marcus Garvey, nous devons être conscients que ces institutions-là ne nous appartiennent pas et que nous ne les maîtrisons pas. Et qu'en conséquence, nous devons créer nos propres institutions. Nous devons créer nos écoles. C'est pour ça que je vous invite à créer une école alternative afrocentrique. Mettons-nous ensemble. Si nous voulons, nous pouvons faire. Si nous voulons, nous pouvons le réaliser. C'est une question de conscience, de connaissance, bien sûr, d'abord, de conscience ensuite, et de courage. Je vous remercie. Il y a la question. Ok, merci beaucoup. Comme on l'avait dit, le thème de la conférence est les 7 gros mensonges qui se trouvent dans l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale, c'est qui est mis dans le programme, et que les enfants ont devoir et obligation, s'ils veulent avoir des bonnes notes. Cette version falsifiée là, dans un premier temps, on ne voit pas l'impact, on ne voit pas la conséquence, mais le processus il est lent. À la fin, quand l'enfant sort du circuit, on voit qu'il a devenu un autre individu avec toutes sortes de complexes d'infériorité. Voilà. C'est comme une graine qui a été plantée, et puis bon, c'est une petite graine, on l'a négligée, mais puisqu'on n'a pas, on a laissé les conditions ainsi, cette graine a grandi et finalement a pris corps et a poussé et a donné des fruits. La renaissance africaine dont nous parlons aussi, et que nous puissions prendre le contre-pied de cette culture-là qui nous impose une civilisation qui n'est pas nôtre. Donc, comme d'habitude, quand le conférencier intervient, on passe au débat. Il sera donc demandé aux gens de poser des questions. Et nous allons procéder par vague de 3 personnes. Le Chiniti étant juste à côté, il va apporter les réponses aux préoccupations des uns et des autres. Donc, les questions? Okay. Les questions après l'intervention de Chiniti sur, je rappelle le thème le titre du thème, les 16 gros mensonges de l'histoire enseignée à nos enfants. Chiniti est parti d'abord d'un constat, en lui-même lisant l'ouvrage scolaire de ses enfants, et voyant que
Il y a des choses qui n'étaient pas correctes qui étaient à l'intérieur. Et quand nous avons fait des recherches, on a vu que c'était intentionnel. Il a relevé 16 points qui ont fait l'objet de cette conférence-là. Donc, les questions. Ok, question. Oui. Ok. Ma première question, c'est sur l'école. Ok. C'est quel nom? Laté Kwadjo. Laté Kwadjo. Voilà. Je voudrais savoir, le conférencier nous a dit qu'il faut déjà faire quelque chose dans l'immédiat et après faire quelque chose après. Dans l'immédiat, il y a la rentrée actuellement. Et j'ai cru entendre qu'en Europe, ils ont introduit dans les manuels scolaires un programme concernant le sexe, tous ces éléments. Et vu que dans le programme français, il y a des écoles françaises ici, est-ce qu'on ne court pas le risque d'être contaminé par cette éducation-là qui est en vogue? Et également, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur place? Parce qu'il a la rentrée là. Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement, de façon concrète? Ok, merci. C'est ma question. Seconde question. Posez la question. Hein. Oui, c'est monsieur. Sousei. Je pense que pour savoir un peu la base documentaire qui a été utilisée pour la conférence. Par exemple, déjà, nous avons compris que ce sont les livres scolaires. Je crois qu'il y a eu un intérêt qui passe quelques années. Après, je veux plus de précision, c'est quoi la biographie, quels sont les ouvrages, les exemples, les ouvrages. Si deux sont encore au programme, ou si deux sont plus. Une troisième question pour vous. Deuxième question. Oui, c'est bon, je suis là. Ah, ok. C'est sous forme de questions. Ok. Il faut interpeller les parents. On est tous parents d'élèves. La question? C'est la question, oui. Faut-il interpeller les parents? Oui, c'est sa question. Il demande qu'on interpelle les parents. C'est une contribution, c'est une question. Si c'est une question, quelle est la question par rapport à l'intervention du conférencier? Faut-il interpeller les parents? Ok. Donc, j'ai noté trois questions ici. La première question est celle de Laté Kwadjo qui disait que devons-nous faire dans l'immédiat, surtout que maintenant c'est la rentrée. Et avec ce qu'on sait aussi au niveau de l'Europe, les différents. Et il y a également une question sur Facebook. Cette question-là est est-ce qu'il existe des ouvrages à destination des enfants sur le marché sur ces thèmes? Ça, je vais. Voilà. On a ça ici. On va d'abord répondre à trois vagues. Voilà. Donc, la première question est celle de Laté. Que devons-nous faire concrètement, vu que c'est la rentrée maintenant? On ne craint pas, est-ce qu'on ne peut pas craindre d'être contaminé? Parce qu'on sait que les manuels scolaires de l'Europe ont introduit l'éducation à la sexualité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Merci. Je crois que la remarque de l'observation ou l'information que donne Laté sur l'éducation à la sexualité des enfants vous montre bien que quelque chose qui est adopté en Occident, automatiquement est répercuté dans notre programme ici. Ça montre bien que l'institution, nous ne la maîtrisons pas. Personne n'a demandé l'avis des parents. Personne. Alors, c'est pour ça que je dis, les choses sont dans la construction. Il faut, après avoir détruit, comme on appelle ce livre, ça c'est un démantèle, on
qui construit. Il faut construire. Mais il faut construire ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pousse notre sagacité à comprendre qu'on doit se mettre ensemble, comme Marcus Garvey l'a fait, se mettre ensemble pour créer une dynamique et les institutions. Première personne. Parce que celui qui veut résoudre ce problème tout seul, pour lui, ça n'ira pas. Marcus Garvey, je vous invite à lire Marcus Garvey et puis l'histoire de l'UNIA. C'est un modèle pour nous.